Bien, mes chers collègues, alors nous concluons nos auditions de ce jour par une table ronde. Nous retrouvons Monsieur Denis Colas, sous-directeur chargé des affaires économiques et financières à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police à Paris. Nous entendons également Monsieur Nicolas Guidou, chef de l'Office national anti-cybercriminalité, j'ai de bons yeux, et Monsieur Hervé Pétry, commandant donc de l'unité nationale cyber de la gendarmerie nationale. Alors messieurs, merci de votre présence. Nous avons sollicité donc pour vous auditionner dans le cadre de cette commission d'enquête sur la délinquance financière, le blanchiment, le financement de la criminalité organisée, beaucoup de sujets qui s'ouvrent à nous et on va essayer de comprendre plusieurs aspects de ces phénomènes en lien avec le cyber au travers de nos échanges. L'opinion commune font du cyber en général, des cryptoactifs et du darknet, évidemment le lieu de tous les trafics imaginables. Nous souhaitons comprendre quelle est la réalité en fait, de ce phénomène et comment concrètement le blanchiment, le financement de la criminalité organisée utilise le cyber. Alors il s'agit de sujets complexes, techniques, qui demandent des explications. Je vous propose donc de vous laisser parler, de nous dresser un peu le portrait de ces mécanismes. Et au préalable, évidemment, je dois vous dire que d'abord l'audition est diffusée sur le site internet du Sénat en direct et qu'elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié à l'issue. Et je vais vous demander de bien vouloir prêter serment, puisque un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Donc je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Colas, on va commencer par vous si vous voulez bien. Levez la main droite et dites je le jure. Je vous remercie. Monsieur Guidou. Monsieur Pétry. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Qui c'est qui commence? Est-ce qu'il y a un propos introductif et puis après on échangera, on vous posera des questions. Monsieur Guidou. C'est ça? Oui. Voilà. Donc Nicolas Guidou, je suis donc contrôleur général et chef de l'office central en charge de la lutte contre la cybercriminalité, donc l'office anti-cybercriminalité. Alors c'est un office qui est récent dans les textes, mais qui est ancien dans son existence, parce que l'OFAC est né du décret du 23 novembre 2023, donc on a un peu plus d'un an d'existence, mais cet office central a réuni des structures préexistantes, et notamment l'ancien office qui s'appelle l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, et la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité. On a réuni ces deux structures pour pouvoir créer un office unique dans une logique de simplification, et vous m'accorderez qu'en tout cas, en termes de nom, le défi a été retenu. Alors, je ne vais pas vous présenter le service, je pense que ce n'est pas l'intérêt, et je pense que ça n'attirera pas forcément votre attention. Simplement vous dire que pourquoi les services cyber sont intéressants dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un office central, que je crois vous avez déjà entendu, et un office central sur la grande délinquance financière, qui est un peu le chef d'orchestre et le chef de file en la matière de blanchiment. Mais le blanchiment, par essence, est un volet qui concerne l'ensemble de la criminalité organisée. L'office central à la tête duquel je me trouve, c'est un service à compétence nationale, d'accord, intra- et interministériel, et donc qui a vocation à animer, coordonner l'action des services qui concourent à la lutte contre la cybercriminalité, et qui est le point de contact central pour la France concernant cette thématique de la lutte contre la cybercriminalité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure dans les propos introductifs, effectivement, la cybercriminalité reste quand même un concept assez complexe à appréhender. Si je prends l'article 2 du décret de création de l'OFAC, finalement, quel est notre domaine de compétence? Et je vais faire le lien avec le côté blanchiment et la lutte contre le blanchiment. L'article 2 prévoit 2 catégories de compétences qui est confiée à l'Office central dans son rôle d'animation et de coordination.
La première, c'est de lutter contre les infractions qui concernent les infractions liées aux nouvelles technologies, notamment tout ce qui va, pour être un peu vulgaire dans mes propos, en tout cas, et simpliste, les attaques informatiques, d'accord, majeures. Au premier rang desquelles, évidemment, les rançongiciels, qui sont la menace principale sur lesquelles nous avons un rôle de centralisateur. Alors vous allez me dire, on est loin du blanchiment. Ben non, parce qu'évidemment, ces activités-là sont gérées, généralement, vont générer beaucoup de revenus crapuleux. Et donc, il y aura ce traitement du volet blanchiment à travers les enquêtes que nous menons. Avec la spécificité, parce que la matière qui est la nôtre exige évidemment une façon de procéder, ce n'est pas par des liquidités, hein, mais tout ça, c'est en fin de compte des cryptoactifs qui vont être utilisés notamment pour le paiement des rançons ou pour le paiement lorsqu'il y a des vols de données et lorsqu'on va mettre un peu la pression sur la suite de fuite de données, où on va soit les revendre, soit les proposer à la victime pour qu'il puisse les racheter. Donc on intervient évidemment, mais comme tout service finalement qui a un pan de la criminalité organisée, avec un volet blanchiment à chaque fois, évidemment, dans les activités qui nous sont confiées. Le deuxième aspect qui est prévu dans les compétences, et là on est dans une compétence beaucoup plus large, ce sont les infractions dont la commission est facilitée par ou liée à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et dans le monde hyperconnecté dans lequel nous sommes, vous voyez que là, on va embrasser finalement un champ infractionnel extrêmement large. Finalement, aujourd'hui, toute infraction a peu ou prou une dimension cyber. Il suffit qu'il y ait un téléphone à un moment ou un autre, il va falloir faire un peu de forensique et on aura une dimension cyber. Et donc là, quelle va être l'action de l'OFAC ou les services cyber hein, qui viendront être complétés évidemment par de Nicolas et par Hervé Pétry. Quelle va être l'action des services en la matière? Alors moi j'en ai listé quelques-uns que je vous propose de vous les énumérer assez rapidement, de manière à faire le lien justement avec le blanchiment. D'abord, le rôle de l'OFAC en la matière, ça va être déjà de former et de sensibiliser. Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus et de manque de maîtrise sur ces sujets par bon nombre de services d'investigation. Donc il y a cette logique de formation, de sensibilisation des enquêteurs à la dimension cyber, notamment à travers le blanchiment, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour tracer notamment des circuits de blanchiment, comment on va pouvoir détecter des portefeuilles de cryptoactifs lorsqu'on va faire une perquisition, un enquêteur qui ne maîtrise pas les clés Ledger, qui ne maîtrise pas la clé SID pour essayer d'avoir accès à des portefeuilles numériques, évidemment, on ne sera pas sensibilisé et va passer à côté. Donc il y a déjà ce travail-là. Je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation. Est-ce qu'il est complet et total? Je pense qu'on a encore des marges de progression, mais si vous voulez, je pourrais y revenir. On a aussi un rôle dans la réduction des offres de méthodes, de conseils, de services, qui facilitent finalement le blanchiment sur le darknet que vous avez évoqué tout à l'heure, mais aussi parce que moi, je vois quand même qu'il y a une évolution, c'est-à-dire qu'on est passé quand même du darknet aux solutions de communication chiffrées grand public, et notamment les chaînes Telegram, par exemple, pour les citer, voilà, qui vont, en fin de compte, permettre la même chose que le darknet en termes d'anonymisation et de confidentialité, mais qui vont être d'un accès beaucoup plus facile parce que vous ne serez pas obligé de passer par du Tor. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Enfin, et nous, l'objectif, dans nos missions qui sont les nôtres, c'est d'essayer de réduire cette offre-là, en démantelant les infrastructures. On a les offres en ligne, mais aussi on a vu depuis quelques années, et une affaire récente nous l'a rappelé, l'implantation de DApp crypto, donc des distributeurs automatiques de billets de cryptoactifs. C'est-à-dire que les gens viennent avec des liquidités et se créent un portefeuille de cryptoactifs. C'est ainsi qu'au mois de décembre dernier, on en a saisi 14 DAB implantés un peu partout, notamment en région parisienne, à Lille, qui permet, sans demander d'identité, la possibilité à des gens qui ont des liquidités, avec une origine plus ou moins douteuse, souvent douteuse d'ailleurs, sans demander un quelconque élément d'identité, de pouvoir se constituer un portefeuille de cryptoactifs. Donc ça, on va pouvoir aussi intervenir en la matière, en démantelant en tout cas ces infrastructures de soutien au blanchiment des fonds qui seront générés par les trafics divers et variés. Nous avons également sur une autre possibilité, ça va être... je referai le fil de... On va intervenir également, toujours dans une logique de démantèlement, sur le démantèlement des solutions de communication chiffrées. Alors, vous avez largement entendu le rôle des forces de sécurité françaises, que ce soit la police ou la gendarmerie, dans son action qui a été portée dans le démantèlement d'Encrochat, dans le démantèlement de SkyECC, dans le démantèlement d'Exclus, de Matrix, de Ghost,
Voilà. Toutes les solutions qui ont été démantelées à l'échelle mondiale ont permis aux services français d'investigation de participer à ces actions. Je pense que c'est extrêmement important en termes de renseignement criminel et de bien comprendre comment les choses fonctionnent, et notamment les circuits de blanchiment. Voilà. Comme un dossier comme SkyECC nous a donné énormément d'enseignements pour comprendre les mécanismes et les circuits de blanchiment en lien avec la corruption. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui nous a permis, qui a éclairé et qui va nous faire finalement contribuer à une meilleure compréhension de la lutte contre du blanchiment des fonds illégaux. Un autre aspect important, c'est notre mission sur le traçage des cryptoactifs. Tous les enquêteurs n'ont pas la technique, n'ont pas les outils non plus, parce qu'il y a un vrai sujet en termes de logiciels. Ce sont des logiciels assez dispendieux. Il y a une nécessité de formation et une nécessité de pratique régulière pour être efficace, en tout cas, dans ce qui va être mis en place. Donc on va accompagner les services pour pouvoir travailler sur les cryptoactifs qui, on le sait à travers le démantèlement des solutions de communication chiffrées, est très couramment utilisé par les groupes criminels pour blanchir l'argent de leur activité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en œuvre. On va travailler aussi sur les plateformes de cryptoactifs. Et là, je laisserai Hervé Pétry évoquer notamment l'affaire Bizalto, qui a été une très belle affaire française de démantèlement d'une plateforme qui proposait une plateforme de cryptoactifs qui se pensait à peu près sécurisée, qui était peu regardante en tout cas sur l'origine des fonds et qui finalement a été démantelée notamment avec l'action de la gendarmerie nationale, mais d'autres services à l'échelle européenne et au-delà. Voilà, ça, c'est aussi des actions qui vont permettre d'avoir un accès, en tout cas une réponse dans la lutte contre le blanchiment à travers notre action de cyberservice. Et puis, la dernière chose que je voulais évoquer, c'était l'exploitation des données. Parce que dans toutes les enquêtes, et notamment en matière de blanchiment, il y a toute la documentation financière qu'il va falloir à un moment ou à un autre récupérer. Elle ne se fait plus par papier, elle se fait par numérique. Et donc on va avoir énormément de data sur laquelle il va falloir travailler. Il va falloir essayer d'aller faire du requêtage le plus fin possible et pouvoir essayer de reconstituer un petit peu le fil pour bien comprendre le circuit de blanchiment. Voilà très rapidement en tout cas ce que je voulais vous dire en termes de propos introductifs. Je vous remercie. Monsieur Pétry. Bien, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'abord merci pour votre invitation. Avant de débuter mon propos introductif, quelques mots de présentation. Je suis en effet le général de brigade Hervé Pétry. Je commande l'unité nationale cyber depuis 1 an, février 2024. Moi, je totalise à peu près 28 ans de service, à travers lesquels j'ai exercé diverses responsabilités entre des postes de haut niveau, de commandement opérationnel ou en administration centrale, mais aussi en interministériel, avec une dominante forte en matière d'investigation judiciaire, liée également aussi au renseignement criminel. Des postes à l'international, 4 ans en ambassade à Pékin, et puis en interministériel dans l'économie souterraine, dans la lutte contre l'économie souterraine, puisque j'ai été le coordonnateur national des groupes interministériels de recherche, ce qui n'est pas inutile de rappeler dans le cadre de votre commission d'enquête. Et je pourrais répondre à des questions dans ce domaine si vous le souhaitez également. Ce que je voulais vous dire, c'est que la cybercriminalité, c'est un enjeu, un sujet extrêmement important, pour ne pas dire grave, eu égard au contexte géopolitique, qui connaît une forte croissance, en croissance constante, et qui est dopée par la numérisation de la société, la prolifération des outils d'attaque, j'y reviendrai, qui s'interpénètre entre la criminalité organisée classique et les cyberattaques étatiques. Donc elle est tout autant un enjeu de sécurité intérieure qu'un enjeu de sécurité nationale, pour ne pas dire un enjeu de sécurité collective. Alors face à ce constat, notre posture ne veut pas être à l'attentisme, mais bien à l'initiative, voire, j'ose le dire, à l'offensive. La gendarmerie s'est mise en ordre de bataille pour y répondre. C'est ce que je vais vous présenter dans un instant, non sans vous avoir présenté préalablement un état précis de la menace, en tout cas tel que nous la percevons, et décrit comment et où nous devons agir selon nous, pour être plus performants. Alors je l'ai dit, la cybercriminalité, c'est un sujet grave. L'ANSSI la place d'ailleurs sur le podium des menaces les plus importantes, au même titre que les menaces d'origine étatique. La cybercriminalité, elle porte atteinte à notre tissu économique, à nos secteurs vitaux, que sont les transports, que sont l'énergie, que sont les services bancaires, qui sont aussi les services de santé. Tout le monde a en tête l'attaque sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes que nous avons gérée, avec une fermeture de l'hôpital, des menaces sur la vie des patients, la fermeture des services de pédiatrie, ce genre de choses. Donc elle porte atteinte également à nos institutions. Les collectivités locales sont très souvent attaquées.
Et elle porte également atteinte à la stabilité même de l'État, notamment en raison de la puissance des cartels criminels et à l'ubérisation des trafics, et en premier titre celui du trafic de stupéfiants. En outre, l'évolution des marchés criminels cyber par lesquels les groupes criminels externalisent leurs besoins auprès de logisticiens criminels, on appelle ça le cyber as a service, facilite l'accès du plus grand nombre aux technologies numériques. Ce qui pose autant la question de la prolifération et la démocratisation des outils cyber que celle de l'hybridité entre les groupes criminels organisés classiques et les groupes criminels cyber. Par ailleurs, à la porosité que je viens de décrire entre groupes criminels classiques et groupes criminels cyber s'ajoute également une autre porosité, cette fois entre groupes criminels organisés cyber et entités étatiques hostiles, et ce à des fins de déstabilisation de nos sociétés et de nos démocraties, ce qui soulève là la question finalement de l'articulation entre la cybercriminalité et la sécurité collective dont je parlais en propos liminaire. Car on ne peut plus aujourd'hui examiner ces cyberattaques uniquement sous l'angle cybercriminel et nier qu'il y a une dimension supplémentaire à prendre en compte qui est d'ordre politique. Si on met de côté les actions d'espionnage et de sabotage menées directement par les services des États tiers qui nous sont hostiles, on voit bien qu'il y a des attaques qui interrogent quant à leur véritable motivation qui n'est pas simplement crapuleuse. On voit bien aussi à travers des attaques menées par des groupes russophones tels que NoName 057 par exemple, qu'elles sont motivées par un nationalisme agressif contre nous et par une probable impulsion étatique eu égard à la virulence, à leur niveau de sophistication et à leur coordination. Enfin, nous savons aussi que certains États voyous ont recours à des cyberattaques pour se financer directement. La Corée du Nord, pour ne pas la citer, qui entre 2017 et 2021 a pu se financer à hauteur de 3 milliards d'euros. Et récemment, vous l'avez vu, le FBI l'a révélé, en une seule cyberattaque, 1,5 milliard d'euros a été volé à une plateforme de cryptoactifs de Dubaï, située à Dubaï, par un groupe de hackers coréens, Lazarus. Donc la menace est sérieuse. Je rappelle également que certains États ont fait l'objet d'attaques allant jusqu'à paralyser leur appareil étatique, comme au Costa Rica ou au Monténégro en 2022. Donc la menace est sérieuse et ne doit pas être sous-estimée. Alors le constat de la cybercriminalité dresse aussi celui de la massification des attaques. Alors je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais en gros, on a une augmentation de plus de 9% en 2023, c'est les derniers chiffres consolidés. 2024, ça va sortir prochainement. Plus 9% de cyberattaques. Sur 5 ans, c'est plus 43%. On a, en termes de cyberattaques proprement dites, plus 28% en 2023. Et pourtant, ces chiffres sont minorés en réalité, parce qu'on n'en connaît qu'un sur 250. On estime qu'un seul fait sur 250 nous est révélé. Donc il existe un énorme trou noir en la matière. Globalement, vous avez 60% d'attaques sur les atteintes aux biens, dont 80% d'escroqueries. Vous avez en gros 35% d'atteintes aux personnes, cyberharcèlement, pédocriminalité, traite des êtres humains, et 5% sur les institutions. Alors, quelles sont les typologies d'attaques très diversifiées typologies d'attaques que nous constatons? Eh bien, elles sont très diversifiées. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux types d'attaques. Les attaques qui visent directement les systèmes d'information, qu'on appelle des atteintes au système de traitement automatisé de données, les ASTAD. Donc, ça, c'est les attaques cyberclassiques. Et vous avez à côté les attaques qui sont des infractions classiques, mais qui utilisent le numérique pour se commettre et qui nécessitent de grosses investigations numériques et qui provoquent des attaques à des échelles sans précédent. Alors, comme l'a dit Nicolas Guidou, la menace numéro 1, ça reste les rançongiciels, donc des logiciels de rançon. On en dénombre environ 150 organisations, dont l'une des plus néfastes est Logbit, dont nous avons la charge à l'unité nationale cyber, et pour lesquelles nous avons procédé à de multiples interpellations. Ce qui veut dire, en creux, qu'en matière de cybercriminalité, on ne fait pas que démanteler ou constater, on interpelle des individus. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Par contre, on constate que les grandes entreprises, les services financiers arrivent à mieux se protéger, sont beaucoup moins attaqués. En tout cas, si, ils sont attaqués, mais ils arrivent beaucoup mieux à se protéger. Là où le bas blesse, c'est plutôt dans les ETI, les PME, où là, il y a de gros progrès à faire, on pourra y revenir. Les cybercriminels, eux, ont réussi à se structurer autour d'un réel écosystème. On peut dire qu'eux, ils ont réussi leur transition numérique, puisqu'ils sont passés d'attaques ciblées sur des cibles bien identifiées à un modèle organisé dans un écosystème. En deux mots, vous avez ceux qui identifient les failles pour pénétrer les réseaux des entreprises, qui ensuite
les revendent, login, mot de passe, voilà. Ensuite, il y a ceux qui construisent des outils pour attaquer et ils les vendent à des affiliés qui, eux, n'ont pas un niveau de technique très élaboré, mais qui vont pouvoir passer à l'action parce qu'on leur a donné clé en main un outil. Donc, vous voyez tout cet écosystème. Et puis derrière, il y a des mécanismes de blanchiment, comme cela a été évoqué, de cryptoactifs, et j'y reviendrai. Un mot quand même au passage, avant de développer sur les cryptoactifs. Hein, pour blanchir, quand vous avez commis des infractions via les cryptoactifs, vous allez perdre en gros 50% de vos gains. Mais la rentabilité est telle, elle est estimée entre 200 à 800%, hein, selon certains organismes, ce qui explique pourquoi on a toujours autant d'attaques en la matière. Alors vous verrez, l'impunité, elle est un peu moins flagrante qu'avant, puisque je l'ai dit, il y a plusieurs interpellations, j'y reviendrai. Je veux juste passer en revue maintenant très rapidement le type d'attaque. Vous avez des attaques destructrices qui visent spécifiquement à détruire les systèmes d'information. On a eu NotPetya en 2017, WannaCry, qui ont provoqué de gros dégâts sur des sociétés françaises telles que Renault, Saint-Gobain, donc de manière très importante. Vous avez ensuite des atteintes délibérées à l'image sur les réseaux sociaux, hein, mais aussi des campagnes de déstabilisation. Il y a un an, jour pour jour, il y avait une attaque russophone, Portal Combat, qui visait donc à légitimer l'invasion russe en Ukraine et à discréditer, par exemple, tous ceux qui soutenaient l'Ukraine, à commencer par la France. Ensuite, vous avez des attaques prédatrices. Et 2024 restera marqué par l'année noire en matière de vol de données. Les cybercriminels cherchent à récupérer les données personnelles et les données bancaires. On estime aujourd'hui qu'à 80% de la population s'est fait voler ses données personnelles en 2024. Bon, pour autant, il n'y a pas eu une vague massive, plus que... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui interroge, on pourra peut-être en reparler. Mais en matière d'escroquerie, on voit qu'il y a deux types d'escroquerie. Vous avez des cyber-escroqueries de masse, de basse intensité, on les connaît tous, hein, c'est par des phishing, SMS, le QR code, voilà. Donc, qui passent un peu sous les radars, mais qui sont massives et qui provoquent d'énormes préjudices. Je pense qu'on a des marges de progrès dans ce domaine, parce qu'on s'est longtemps focalisé, et c'est normal, ça a été dit également par Nicolas, sur les grandes infractions. Parce qu'effectivement, derrière, vous avez des grandes attaques beaucoup plus spectaculaires, telles que les virements frauduleux, les fraudes au président, qui se sont un peu endormis, je dirais, ces dernières années, hein, et qui commencent à revenir, on le voit, déjà en Chine, à la faveur de l'IA, des deepfakes, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est vigilant, on s'attend bien évidemment, il y a des tentatives et ça va arriver. Et puis je rajouterai, dans ce panorama, les trafics en tout genre, qui renvoient à ce que je disais tout à l'heure, à la porosité entre les groupes cybercriminels et traditionnels, les groupes cybercriminels et la criminalité traditionnelle, c'est les trafics en tout genre. Dans ce panorama, quelle est la place de la délinquance financière et du blanchiment par cryptoactifs? Les cryptos jouent un rôle croissant, c'est évident. Ils ne s'échangent pas simplement en circuit fermé. Hein. Ils peuvent être vendus, être investis dans des secteurs autres tels que l'immobilier, le luxe, l'art. S'ils sont volatiles par nature, certains cryptoactifs sont, eux, beaucoup plus stables. Hein. C'est des stable coins qui permettent, vous savez, de convertir en monnaie classique, en monnaie fiat, comme on dit dans le jargon, de manière à obtenir des devises. Et ces stablecoins sont adossés sur des valeurs refuges, notamment le dollar ou l'or. Les cryptoactifs sont très mobiles. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'identification du donneur d'ordre et peuvent transiter d'un utilisateur à l'autre avec un certain anonymat. La création d'un portefeuille virtuel est par ailleurs gratuite. Et le fait que les adresses crypto soient enregistrées sur la base d'un semi-anonymat, oui, favorise un certain goût, une certaine attirance des cybercriminels vis-à-vis de ce financement et vis-à-vis de cette technologie qui permet de blanchir. Pour autant, moi, ce que je tiens à dire, c'est que globalement, pour nous, il est relativement aisé, je dirais. Il ne faut pas non plus trop être prétentieux et rester un peu modeste, mais il est globalement aisé pour nous de tracer les crypto-actifs, y compris via les mixeurs. Alors, tout le monde n'est pas capable de le faire, mais on dispose chacun de compétences et de personnel de pointe qui y parviennent. En fait, la question qui demeure, c'est plus celle des États ou des plateformes non coopératives. Et là, on revient sur les problématiques classiques, sur lesquelles on pourra échanger si vous le voulez, sur la problématique de la coopération internationale et donc des échanges avec certains pays
ou avec certaines plateformes, quand bien même, il faut le reconnaître, la régulation a permis de poser un certain nombre de règles, parce qu'il n'est pas si facile que ça aujourd'hui de pouvoir utiliser des cryptoactifs non coopératifs, et la majorité reste à utiliser sur des plateformes qui, elles, sont coopératives et qui sont soumises à des règles de procédure, les KYC, connaissez vos clients, vous voyez, toutes ces règles de choses. Bon. Après, on est toujours dans un système où c'est la flèche contre la cuirasse, donc ils se réadaptent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des courtiers ou des mules, tout simplement, des prête-noms, pour essayer de fausser les choses, et bien sûr des mixeurs, je l'ai dit. Alors, rapidement, quel est notre dispositif pour y répondre face à cette cybercriminalité qui est polymorphe, très évolutive, transnationale, assez agressive et très résiliente finalement? Je l'ai dit en propos liminaire, nous, on essaye d'être à l'initiative comme tout le monde, on s'est aussi réadapté. On a mis en place un dispositif solide et articulé. Nous sommes en ordre de bataille, je dirais, depuis 2021, date à laquelle nous avons créé un ComCyberGent, devenu aujourd'hui l'unité nationale cyber que je commande, et qui est organisé grosso modo. Alors d'abord, c'est l'unité phare de la gendarmerie en matière de cybercriminalité, et c'est un peu le pivot. Et comment est-elle organisée? Nous avons un noyau dur organisé autour de mon état-major à Pontoise de 160 militaires, et un deuxième rideau de 80 enquêteurs dans des emprises territoriales, une déclinaison territoriale à travers 12 antennes qui passeront à 26 d'ici un an. Et au-delà de ce cercle, ce noyau dur et ce cercle territorial d'antennes, nous avons 10 000 cybergendarmes que nous avons formés. Le plus gros, les 9 500 en fait, sont les primo-intervenants. Ce sont des gendarmes qui, dans les brigades, ont été formés, qui sont capables de comprendre une plainte, de faire les premiers gestes, de geler la preuve numérique, de poser les bonnes questions, d'extraire la donnée, de faire un premier niveau d'exploitation. C'est sur 10 000, c'est 9 500. Le reste, sans vous assommer, c'est des enquêteurs de très haut niveau, 350 NTEC, des enquêtes sous pseudonyme, 1100, enfin des OSINTER, des conseillers territoriaux, enfin bref, toute une architecture, je pourrais la développer, et bien sûr des fintechs, c'est-à-dire des spécialistes de cryptoactifs. Alors c'est un système très efficace, on l'a vu dans l'affaire Ledger, c'est un système aussi performant. Pourquoi? Parce qu'on a un modèle intégré qui nous permet très rapidement de lever un gros volume de force et d'agir en subsidiarité des unités de terrain territoriales et en complémentarité des moyens. Grosso modo, lorsque l'on est appelé, on est capable d'engager rapidement et de projeter des effectifs pour faire des investigations numériques, traiter la preuve numérique. Traiter la preuve numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire copier, exploiter, enfin copier, extraire, exploiter la donnée sur les supports, téléphones, tablettes, ce genre de choses. On est capable avec le GIGN aussi de faire de la négociation et bien sûr de la traçabilité des cryptoactifs. On n'est pas seul dans cette organisation. Bien évidemment, la police nationale s'est organisée. Au sein du ministère de l'Intérieur, on a créé un service à compétence nationale, le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, qui a pour fonction de superviser un peu les services tels que les nôtres et de porter la voix du cyber en interministériel pour le ministère. Là, les magistrats eux-mêmes ont créé une Junalco et une section spécialisée J3 extrêmement performante et très offensive, dont je salue la qualité et le travail. Et au niveau européen, bien sûr, Europol, sans qui on ne pourrait rien faire. Je finis très rapidement sur nos angles d'attaque stratégiques. Nous avons six angles d'attaque. Le premier, c'est d'avoir une action guidée par le renseignement. C'est le concept de Intelligence State Policing. On ne peut pas faire de police judiciaire sans renseignement. Et il nous faut à la fois du renseignement humain, donc via des agents traitants, et il nous faut du renseignement technique via notre réseau national, régional, international. Nous avons aussi une action qui vise à concentrer notre action sur les infrastructures cybercriminelles. Attaquer la criminalité frontalement, c'est bien, mais c'est mieux de s'attaquer à ces infrastructures, aller au-delà de la ligne de front. Donc taper sur les réseaux et les infrastructures. Quelles sont-elles? Elles ont été évoquées également par Nicolas. Ça va être les plateformes de messagerie, la fermeture par exemple du site Coco que nous avons réalisé en 2024. Par exemple Telegram également, à qui on a demandé des comptes par l'interpellation de Pavel Durov. Ça va être le démantèlement de plateformes de blanchiment, Bislato pour ne pas la nommer. Le démantèlement de solutions de téléphonie, en effet, EncroChat, SkyECC, Ghost, Matrix. Démantèlement de réseaux et de vendeurs et de receleurs qui mettent à disposition des outils. Vous voyez, c'est tout ça. On s'attaque aux infrastructures. Il est plus facile, vous voyez, si je reprends Coco. Vous attaquez les infractions qui se passent sur Coco, c'est bien, mais c'est sans fin. À un moment donné, il faut attaquer directement à la plateforme. Voilà. Et là, alors, bien sûr qu'il y a un report. Mais déjà, on voit qu'il y a moins d'impunité et qu'on ne laisse pas faire. Donc les plateformes sont essentielles. Troisième angle d'attaque, nous optimisons nos capacités d'investigation par un très fort
investissement dans la formation d'enquêteurs spécialisés, les enquêteurs sous pseudonyme, les fintech, je l'ai dit, les OSINTER, donc tout ce qui est en source ouverte. Donc là, c'est un très gros effort que nous faisons. Quatrième point, nous développons les partenariats. On ne peut pas travailler seul. Donc on doit travailler ensemble avec nos partenaires institutionnels et nos partenaires externes et à l'international. Et il faut des relations directes. Sinon, on ne peut pas agir. Donc il y a tout un réseau de partenariats avec nos alliés et les services européens de manière à développer des actions concertées. Puis je ne veux pas oublier l'ANSSI, bien sûr, ni cybermalveillance, qui en termes de sensibilisation et de prévention joue un rôle fondamental. Cinquième angle d'attaque pour nous, c'est la mémoire criminelle, les bases de données. Donc là, nous avons, un outil que nous avons développé qui s'appelle Orion. C'est une base criminelle, une base de données qui gère la donnée massive et qui permet de projeter la donnée, d'être extrêmement puissant, de gagner du temps sur les investigations, se souvenir de faits passés qu'on avait oubliés et de les mettre en exergue. Et ça pose la question des puits de données, de la donnée souveraine. Et je terminerai sur ça dans une minute. C'est un point très important, un levier à mon avis que vous devez avoir aussi également en tête. C'est fondamental aujourd'hui. Donc le dernier point sur notre angle stratégique, c'est on s'adapte. On s'adapte en créant une vraie filière. Je vous ai dit qu'on avait en gros 350 cyber-enquêteurs de très haut niveau. On va le multiplier par 3 dans les 3 ans qui arrivent. On va le porter à 1000. C'est un effort conséquent. On crée une vraie filière avec un diplôme technique dédié à ça, ce qui permettra aux plus jeunes d'entrer directement dans la carrière de cyber-enquêteur sans attendre des années. Donc il y a tout un tas de jeunes qui veulent aujourd'hui rentrer en gendarmerie, par exemple, et travailler dans le cyber. Et bien demain, ils le pourront. Enfin, demain, c'est dès cette année, puisqu'on commence à lancer cette formation. Adaptation également. Le DGGN, le général d'armée Bonneau, vous l'a dit lors de son passage devant vous. Voilà, on crée une unité nationale PJ dans laquelle l'unité nationale cyber va être intégrée, à l'instar des autres offices gendarmerie, de manière à concentrer nos efforts pour plus d'efficacité. Voilà. Je développerai tout à l'heure, je vais céder la parole parce que j'ai déjà trop parlé sur ce qu'on peut faire sur les mesures juridiques, mais moi, un point qui m'est important, c'est celui-là. On peut développer tous les PNACO du monde, avoir autant de magistrats qu'on veut, si on n'a pas un outil de traitement de la donnée de masse qui permet d'avoir une vraie mémoire criminelle, qui soit partagée, ouverte, qui nous permet de passer d'une logique de coordination opérationnelle verticale à une coordination opérationnelle horizontale. Bien sûr, dans le droit d'en connaître, ce genre de choses, on n'y arrivera pas. Et la France est très en retard. Il y a des exemples étrangers qui sont extrêmement pertinents, en Espagne, en Italie, pour ceux que je connais. On pourra en reparler. Voilà. Pardon d'avoir été un peu long. Merci. Non, merci à vous. Au contraire, Monsieur Colas, je vous cède la parole. Oui, merci Monsieur le Président. J'essaie de compléter les propos de mes deux collègues qui sont déjà très, très complets. Donc, pour me présenter, donc, je suis sous-directeur à la direction de la police judiciaire de Paris. Donc, mon ressort, moi je suis un service territorial. Mon ressort, c'est Paris et la Petite Couronne. Et j'étais sous-directeur chargé des affaires économiques et financières. Mon titre a changé il y a quelques mois pour devenir sous-directeur cyber et financier, ce qui correspond à l'actualité, puisqu'il y a eu une évolution de la criminalité qui a accompagné les services financiers. Alors, le cyber n'est pas que dans le financier, mais il est dans tout le financier à tous les niveaux. Il faut savoir que donc, ma sous-direction comprend 7 brigades, dont la BL2C, Brigade de lutte contre la cybercriminalité, qui est la plus ancienne de France. Elle a été créée en 1994. À l'origine, c'était la brigade financière qui était confrontée au problème de l'informatique qui rentrait dans les sociétés. Et donc, le volume des affaires avait permis de créer un groupe qui s'occupait donc des attaques informatiques dans les sociétés. La plupart du temps, c'était des employés qui étaient mécontents, qui étaient en conflit avec leur société et qui prenaient des fichiers, des données, etc. Et puis, donc en 1994, le SEFTI a été créé, service de fraude aux technologies de l'information, qui est devenu la BEFTI et qui est devenu donc maintenant la BL2C. Alors cette brigade, elle a toujours fonctionné sur 2 pôles. Un pôle d'assistance aux autres enquêteurs de la direction et même de la DESPAP, enfin des autres directions de la préfecture de police, même de l'IGPN, enfin des services extérieurs. Donc pour les aider dans leurs investigations numériques. Et puis il y a un pôle enquête, donc là avec des groupes qui s'attaquent en haut du spectre, comme le fait l'OFAC ou l'unité nationale cyber. Donc on est là sur les mêmes infractions. Il y a une répartition de compétences en fonction des familles de rançongiciels. Enfin, c'est J3 qui veille à la bonne répartition des affaires entre nos 3 forces. Pour ce qui est donc de l'assistance,
Il y a plusieurs domaines. Il y a, moi, mes enquêteurs vont avec les services pour faire les perquisitions, pour les aider à copier les boîtes mail, les disques durs, etc. Ensuite, ils font un travail d'analyse. Mais il y a aussi un travail d'OSINT. Ils font aussi de la ROSINT pour les autres services. Ils font des enquêtes sous pseudonyme pour l'autre service. Ils font du car forensique aussi maintenant, c'est-à-dire analyser l'informatique dans les véhicules pour. C'est aussi des sources de données intéressantes. Donc, ils développent toutes ces compétences et bien sûr la crypto, puisque ça reste réservé à un domaine, à des experts. Tous les enquêteurs ne sont malheureusement pas capables de tracer la crypto ou même de la reconnaître. Ça, c'est un gros chantier, comme le disait Nicolas, pour former les enquêteurs classiques aux crypto-monnaies, pour que s'ils les croisent sur une perquisition, ils sachent les reconnaître et savoir qu'il y a un fil à tirer de ce côté-là. Mes autres brigades donc financières, je vous avais déjà parlé de la BRIF, brigade de recherche et d'investigation financière, qui s'occupe essentiellement du blanchiment. Et mes autres brigades sont souvent co-saisies avec des brigades qui luttent contre le banditisme, donc avec la brigade des stupes. La BRIF a plusieurs dossiers de blanchiment en relation avec des trafiquants de stupes, mais aussi avec la BRP, avec le proxénétisme, les salons de massage, etc., toute cette économie parallèle. Donc la BL2C et la BRIF, et les autres services financiers aussi, sont souvent en co-saisine avec des services territoriaux ou des brigades centrales pour traiter le volet financier qui est quand même réservé à des spécialistes assez vite dans ce domaine. Les enquêteurs classiques peuvent se perdre, peuvent manquer de connaissances ou de méthodes, et l'apport d'un service spécialisé est quand même le bienvenu pour aller au fond de ces sujets. Après, pour ce qui est donc des pratiques, je dirais, des criminels dans le domaine cyber, juste pour compléter, c'est vrai que le darknet, ça reste important, intéressant, mais la plupart des criminels ne vont pas sur le darknet, ils se servent des réseaux cryptés, comme l'ont dit mes collègues. Alors il y a des modes, c'est Telegram, puis effectivement quand il y a eu l'affaire Pavel Durov, ils ont migré sur Signal. Enfin, on voit des modes comme ça qui se répandent. Là, il y a une application, la Silent aussi, qui est pas mal utilisée. On est confronté à des opérateurs qui ne répondent pas aux réquisitions ou qui répondent avec beaucoup de temps et puis de façon très parcellaire aux réquisitions. Donc, c'est pas le temps de l'enquête et c'est très compliqué pour nous de tracer ces conversations, ces échanges, de les suivre. On essaye de développer des techniques, mais on est confronté tout le temps à ces nouvelles. À chaque fois, les criminels trouvent de nouveaux réseaux, de nouvelles sources pour changer leur méthode et leurs pratiques. En ce qui concerne, je voulais juste compléter là concernant les escroqueries. C'est vrai que les escroqueries cyber sont de plus en plus importantes. Moi, j'ai une brigade qui s'en occupe, qui s'appelle la BFMP, la brigade de fraude aux moyens de paiement, qui s'occupe donc des chèques. C'est pas un peu passé de mode, même s'il y a toujours quand même des gens qui fraudent sur les chèques. Les faux ordres de virement, il y en a beaucoup, avec quand même les escroqueries au président, qui ne sont pas très nombreuses, mais qui font des préjudices énormes. On a des préjudices de plusieurs dizaines de millions. On a eu un promoteur là, qui s'est fait avoir de 28 millions d'euros. C'est quand même énorme. Donc ça, c'est des groupes très organisés qui font de l'ingénierie sociale pour connaître les habitudes, le fonctionnement des sociétés. Alors, ils s'appuient sur Internet, puisque sur Internet, il y a les comptes LinkedIn, il y a tout un tas de choses qui leur permettent d'apprendre d'avoir des connaissances sur la cible qu'ils vont ensuite attaquer. Et puis, il y a donc les escroqueries concernant les cartes bancaires. Et là, il y a tout le phénomène maintenant des faux conseillers bancaires. On appelle ça, nous, les escroqueries au halo, où les gens, il y a du phishing en amont, et les gens de tous âges, de tout milieu social se sont appelés, et au moment de stress, un moment où ils sont occupés, les gens font pas attention, vont communiquer leur code. Enfin, c'est très astucieux, les techniques évoluent, mais ça, il y a des centaines de cas par jour sur Paris de ce genre d'attaque.
Les banques font de la prévention, on essaye de travailler avec elles aussi sur la prévention, mais c'est quand même un domaine aussi très compliqué. Alors derrière, le blanchiment est plus classique, c'est-à-dire que l'argent est reconverti en sacs de luxe, en montres, etc. Mais aussi va après de compte à compte, c'est des virements avec des comptes ouverts par des mules dans des banques, et puis il y a tout le circuit après international, etc. Enfin, pour terminer, aussi, une chose qui n'a pas été complètement évoquée là, par mes collègues, c'est le travail international qui est fait sur le cyber. Moi, ma brigade est constamment à Europol pour travailler avec des équipes communes d'enquête, parce qu'il y a vraiment un partenariat européen, même avec les Américains, avec d'autres pays. Donc très vite sur les rançongiciels, mais même sur les circuits de blanchiment. Puisque sur les escroqueries au président, on a aussi beaucoup travaillé avec Europol. C'est vrai que c'est des circuits qui nous emmènent. On est allé, par exemple, la BL2C est allée 2 fois l'année dernière en Ukraine, quand même. Donc voilà, on pousse vraiment les choses à bout du côté coopération internationale et aussi en Israël. Malheureusement, bon là, la coopération est un peu suspendue compte tenu des événements aussi. Mais il y a des groupes criminels en Israël aussi sur lesquels on est. Et donc on passe par Europol, les équipes communes avec Europol qui nous soutient, qui nous aide aussi sur les moyens techniques et financiers pour avancer dans nos enquêtes. Voilà, je ne vais pas être plus long pour... Merci beaucoup. Passez peut-être la parole. Pardon, je passe la parole à Madame la rapporteure. Merci. Oui, merci beaucoup pour vos exposés. Moi, j'ai 2 questions. Je vois dans la plateforme de crypto Bislato que vous avez démantelée, et pour faire le lien avec l'audition précédente où on nous a un peu alerté sur les risques que pouvait représenter la nouvelle administration américaine au regard notamment de la politique de dérégulation, qu'elle soit à l'égard des mesures anticorruption, contrôle, bénéficiaires effectifs, évidemment crypto-actifs. Je vois que vous avez une bonne coopération avec le FBI. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous pensez que il y aura des changements? Vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce que les informations que vous avez d'ores et déjà avec les mesures qui viennent d'être annoncées et le climat général autour d'un très grand libéralisme et une dérégulation complète vous inquiètent? Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est un peu plus technique. Et pardonnez-moi parce que j'ai un peu de mal à appréhender 2 choses. La saisie des cryptoactifs, comment est-ce que vous procédez? Et la directive qui vient pour ratification le 5 mars prochain, c'est-à-dire demain, prévoit un nantissement des actifs numériques. Et ça éveille chez moi beaucoup d'interrogations et de perplexités. Voilà, est-ce que vous pourriez m'éclairer? Je vais commencer peut-être sur la première question. Alors, dans les deux, d'ailleurs, il y a beaucoup d'incertitudes pour vous répondre. Bien évidemment, la dérégulation, on l'entend comme vous. Oui, on a lieu d'être inquiet, puisque dans mon propos, j'ai pu expliquer en quoi, finalement, la régulation, même sur les plateformes de crypto, avait du bon et nous permettait, finalement, d'identifier, et lorsque l'on faisait une réquisition, d'obtenir les renseignements. Par contre, effectivement, dès que vous avez des plateformes qui s'y refusent ou qui sont vraiment privées, et donc là, on voit qu'on a plus de mal, c'est certain. Donc, si on va dans le sens d'une dérégulation, ça sera certainement problématique. Quoiqu'à cette heure, nous n'avons aucune information en ce sens de nos camarades du FBI, avec lesquels, en effet, la gendarmerie, au même titre que les autres services, coopèrent de manière très étroite et de manière très efficace. Sur les saisies de cryptoactifs, en 2 mots, en fait, les saisies, c'est plus du gel. Et ensuite, une fois que c'est gelé, les cryptos, en fait, remontent directement, les portefeuilles remontent directement vers la GRASC, qui est chargée de les gérer. La directive du 5 mars dont vous parlez, je n'ai pas d'éléments à vous apporter. Je l'ignore personnellement. Alors juste pour compléter, si vous le permettez, Madame le rapporteur, on sait très bien que les groupes criminels utilisent
les cryptoactifs pour blanchir parce que justement il n'y a pas de réglementation uniforme. Donc plus on aura de dérégularisation ou de dérégulation, plus on aura finalement une tendance à recourir à ce genre de système pour blanchir des fonds qui sont illégaux. Juste un petit bémol, parce que, ou alors c'est un excès d'optimisme, en matière d'attaque sur les rançongiciels, qui relèvent plutôt de notre domaine, qui génèrent énormément de fonds et notamment de cryptoactifs, avec une porosité, comme l'a expliqué Hervé Pétry, avec le monde criminel pour pouvoir faire de la compensation avec les liquidités des trafics. Juste attirer l'attention quand même que les États-Unis ont érigé les rançongiciels au même titre, au même niveau que la lutte contre le terrorisme. Et qu'en la matière, force est de constater que pour tracer de l'argent qui provient de ce genre d'attaque informatique, en tout cas, ça s'est toujours très bien passé avec nos homologues américains. Voilà, parce qu'il y a un but commun. Alors après, il y a savoir qui va récupérer les cryptoactifs, mais on a en tout cas cette approche américaine, en tout cas. Alors je ne sais pas si elle va évoluer avec la nouvelle administration, mais en tout cas, on avait en tout cas une élévation de la prise en compte des attaques informatiques et notamment de type rançongiciel au niveau du terrorisme, et ils mettent les mêmes moyens. Sur la saisie, juste attirer votre attention sur quelles sont nos difficultés. Vous avez à peu près 20 000 cryptoactifs aujourd'hui. À peu près novembre 2024, je crois que ça a été recensé à plus de 20 000 cryptoactifs. Donc les portefeuilles de la Grasc, on n'a pas 20 000 portefeuilles à Grasc. Donc on va avoir des cryptoactifs qui ne pourront pas être saisis parce qu'elles ne pourront pas être transférées sur le portefeuille de la Grasc. Ou alors il faut le faire. Il faut créer un portefeuille et la Grasc ne pourra pas créer, évidemment, si je vais jusqu'à l'excès, 20 000 portefeuilles de l'ensemble des cryptoactifs. Comment ça se passe? Comme l'a expliqué Hervé Pétry, d'abord on va geler. L'objectif, de toute façon, dans la lutte, dès lors qu'on va attaquer sur de l'informatique, l'objectif pour nous, c'est de geler la situation pour éviter des mouvements. Donc ça, c'est la priorité, c'est toujours de rendre immobile les informations informatiques qu'on entend conserver. Et après, il y a la saisie. Ça dépend des pays dans lesquels vous allez intervenir. On a fait tous des opérations en Ukraine. L'Ukraine est dans l'incapacité aujourd'hui de pouvoir faire de la saisie de cryptoactifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des méthodes, notamment avec la législation française, pour pouvoir rendre la possibilité de faire de la saisie à partir de l'enquête française. Donc voilà, il y a encore un peu de gymnastique et on n'est pas tous au même niveau sur la saisie de cryptoactifs. Donc on a le problème de la multiplication, on a le problème de l'absence d'uniformité dans la réglementation, avec les bulletproof, notamment sur certains hébergeurs. Mais on arrive quand même sur les cryptoactifs les plus connus, les plus stables aussi. En tout cas, on arrive à saisir et il y a eu de grosses saisies en la matière. Pardonnez-moi, juste une précision. Les saisies en Ukraine, c'est dans le cadre de quel genre de procédure? En fin de compte, on arrive à identifier, alors dans les attaques par an de type rançongiciel, vous allez avoir un système, ce qu'on appelle le système d'affiliation. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens il va y avoir une distribution des rôles. C'est pour ça que je parlais d'une vraie criminalité organisée concernant la cybercriminalité. On est vraiment en face d'une vraie criminalité organisée. Comment les choses se passent? Finalement, vous avez, si on prend la définition d'Europol sur la criminalité organisée, on a vraiment une distribution des rôles. On va avoir des gens qui vont préparer des programmes, on va avoir des gens qui vont se spécialiser dans la possibilité de pénétrer les systèmes d'information. Il va falloir accéder aux systèmes d'information. Après, il va y avoir des gens qui vont être spécialisés dans le contournement des antivirus, qui vont proposer des solutions pour pouvoir contourner toutes les sécurités qui vont être mises en place. Après, vous allez avoir des gens qui sont spécialisés, c'est là-dessus que nous on travaille, sur la confection des outils de chiffrement qui vont être injectés dans le système d'information pour faire le chiffrement de l'ensemble des données et rendre inaccessible pour la cible la possibilité de recourir, sauf sauvegarde évidemment, déconnecté, d'avoir accès à ces données-là. Et puis après, vous allez avoir des gens qui vont être spécialisés dans la récupération et la vente de données, d'autres qui vont être spécialisés dans le blanchiment. Et tout ça, c'est un monde qui va se parler, sur lequel il va y avoir cette distribution des rôles. Et donc, en Ukraine, comment ça se passe? Vous allez avoir des gens qui sont identifiés, soit parce qu'ils ont participé directement, on arrive grâce aux éléments techniques, grâce aussi à la centralisation. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important en la matière. Parce que l'informatique, finalement, si vous centralisez, vous avez une vision globale. Vous allez pouvoir identifier des gens, soit qui sont affiliés, soit qui ont participé au réseau de blanchiment, soit qui ont facilité l'entrée dans le système d'information. Vous allez aller chez eux, vous allez faire une perquisition dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, ou dans le cadre d'une demande d'enquête pénale internationale, en fonction du cadre juridique dans lequel vous intervenez. Il y a l'assistance d'enquêteurs français, généralement, qui vont se projeter en Ukraine, même en temps de guerre, on l'a fait plusieurs fois. Et au moment des perquisitions, lorsque vous saisissez, vous voyez que la cible a un portefeuille de cryptoactifs, vous allez le geler, mais il y a un moment, il faut saisir, il faut transférer les fonds sur un portefeuille qui est sécurisé et qui est un portefeuille de l'État. L'Ukraine, ça ne pouvait pas le faire. Et donc, on a demandé
généralement, vous avez plusieurs pays partenaires, et de savoir qui est en mesure de pouvoir, juridiquement, légalement, pouvoir intégrer ces données-là. Tout ça explique aussi, parce qu'on intervient sur un territoire extérieur, donc il y a des vrais sujets juridiques en la matière. Sylvie Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos présentations, vos exposés très intéressants. J'aurais 3 questions. Tout d'abord, je voudrais savoir qui forme les cyberdélinquants, les hackers, d'où ils viennent, parce que c'est pas une activité qui s'improvise quand même. Je pense qu'il y a une évolution dans les formes de délinquance, mais là, pour le coup, est-ce qu'il y a des plateformes de formation? Est-ce que vous arrivez à les interpeller? Ça serait bien, voilà, mais d'où ils sortent, voilà, parce que vous avez parlé de vos techniciens à vous que vous avez besoin de recruter, mais qui forme ces cyberdélinquants? Deuxième chose, j'essaye de décoder, Monsieur Guidou, ce que vous dites sur les cryptoactifs. La Cour des comptes avait fait un rapport en 2023 avec des recommandations. Qu'est-ce qui s'oppose à ce qu'il y ait un registre des cryptoactifs? Ou est-ce que ça existe dans d'autres pays? Je pense que ce serait très précieux. À ma connaissance, ça n'existe pas. Mais comment est-ce qu'on peut progresser justement pour essayer d'arriver à un registre qui serait utile? Et puis, dernière question générale, vous avez parlé de Orion, de la base de données sur les faits criminels, et ensuite vous avez dit que l'Espagne et l'Italie étaient en avance sur en quoi nous, on est en retard et qu'est-ce qui nous manque. Merci. Moi, je peux répondre sur la formation, modestement, des cybercriminels. Il faut savoir qu'en fait, il y a une ingénierie, une économie en fait de la cybercriminalité qui fait que les cybercriminels se rencontrent souvent sur des forums. Et il y a une taylorisation du travail des groupes cyber, c'est-à-dire qu'il y a une division des tâches. Il y a ceux qui vont être spécialisés pour trouver une faille dans un système, qui vont revendre cette faille à d'autres qui vont injecter un rançongiciel, qui vont revendre ça. Une fois que le rançongiciel sera injecté, il y a un négociateur qui va intervenir pour négocier la rançon. Puis après, il y a ceux qui vont récupérer la rançon et la blanchir. Et ce sont des gens qui bien souvent ne se connaissent pas physiquement. Ils se connaissent par l'intermédiaire de forums sur lesquels ils se cooptent pour rentrer sur le forum. Il faut montrer patte blanche, il faut avoir montré un certain talent. Donc, pour ça qu'ils se vantent aussi sur ces forums, quelquefois, d'avoir fait telle ou telle chose, ce qui nous est bien commode pour nous, parce que vis-à-vis des autres cybercriminels, ils peuvent avoir accès à d'autres services et monter en grade. Voilà, pour nous, c'est un peu ça, mais la plupart pour nous, c'est des autodidactes. Moi, ce qu'on croit, c'est des informaticiens, des élèves ingénieurs, qui se forment et qui échangent sur les forums, leurs combines, et puis qui progressent comme ça dans la cybercriminalité. Oui, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle Cybercrime as a Service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur n'importe quel forum, même si vous n'avez pas des connaissances très élevées ou de haute technicité dans les nouvelles technologies, vous êtes à même de pouvoir acquérir des outils et vous tester sur des systèmes d'information. Alors évidemment, vous n'allez pas attaquer les systèmes d'information ultra protégés parce que vous n'y arriverez pas, mais vous allez pouvoir finalement attaquer un particulier, une petite entreprise, un artisan. Et c'est pour ça qu'on a une multitude de victimes et des victimes au profil très différent, notamment sur les rançongiciels. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont essayer sur des particuliers et ils vont monter comme ça en compétences à travers leurs actions. Et voilà, et ils vont monter en gamme et après ils vont trouver de la légitimité, ils vont se présenter sur le forum en disant j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, donnez-moi plus d'outils, je vais continuer, je vais monter en compétences et je vais vous donner une commission plus importante parce qu'évidemment quand vous mettez à disposition des outils, vous avez une commission évidemment à payer à celui qui fournit l'outil. Donc la compétence, elle se fait finalement principalement hors ligne pour la plupart. Alors il y a des gens aussi qui sont nés avec les cryptoactifs. Les jeunes, on maîtrise beaucoup mieux que nos générations actuelles, si vous voulez, le mécanisme des cryptoactifs. Et ils les ont et ils manipulent ces wallets de manière très, très naturelle finalement. Tout ce qui est réseaux sociaux, c'est pour ça qu'ils ont abandonné le Darknet. Le Darknet, c'est avant souvent leur génération. Et aujourd'hui, ils utilisent des outils qu'ils maîtrisent, et notamment des chaînes de messagerie chiffrées qui va leur permettre finalement très facilement, dans leur quotidien, c'est ce qu'ils font, et ça ne leur change pas énormément. Donc, ils montent en compétences comme ça, et ils arrivent sur Internet. Vous avez aussi des tutos, des choses comme ça, qui vous expliquent comment procéder à des attaques informatiques. C'est assez simple. Vous voyez, ils ont inventé
la possibilité d'avoir une formation à distance hors période Covid. Donc eux, ils fonctionnent comme ça très régulièrement. Et on le voit bien dans les forats cybercriminels où il y a ces échanges. J'ai fait ci, où je ne trouve pas là, quelle est la solution. Et ils s'aident. Il y a aussi de la solidarité entre les cybercriminels pour pouvoir, parce qu'il y a le challenge qui reste toujours un peu. Alors il y a l'argent, mais il y a toujours le challenge aussi de pouvoir pénétrer les systèmes d'information. Peut-être pour compléter, synthétiser en gros, donc vous voyez, vous avez compris, il y a trois catégories. Il y a les geeks, chez les jeunes. Voilà, ils sont très doués, ils baignent là-dedans. Et puis, vous avez une deuxième catégorie, les affiliés, tout simplement. C'est la démocratisation, finalement, des cyberattaques, ce qu'on évoquait en propos liminaire. Voilà, vous achetez à des plateformes des outils déjà tout faits. Donc, vous n'avez pas besoin d'un super niveau, en réalité. Voilà. Et la troisième, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même les États hostiles, qui ont leur propre hacker. Je parlais de la Corée. Et bien sûr, en Russie. Et bien sûr, en Chine. Voilà. Et c'est des armées, des véritables armées. Donc, il y a trois catégories. Pour ce qui est du fichier des registres de cryptoactifs, alors, je pense qu'on est autour de cette table tous, bien évidemment, volontaires pour décider à se doter d'un tel registre, un FICOBA numérique. Maintenant, comment il faut le faire une volonté politique, ça c'est sûr, une prise de conscience de l'enjeu. Et comme l'a rappelé Nicolas Guidou, vous avez un nombre en dizaines de milliers de cryptoactifs. Donc ça reste certainement complexe, mais il faut s'intéresser à cette question. La troisième qui me concernait plus directement, en tout cas la gendarmerie, voilà, les bases de connaissances. Et sommes-nous en retard? Alors oui, nous sommes en retard. Pour que vous compreniez, pour aller droit au but, il y a quelques années, chacun avait un fichier d'antécédents judiciaires. Le STIP pour la police, le JUDEX pour la gendarmerie. Puis un jour, on s'est dit, c'est quand même trop bête, on va peut-être fusionner, on va mettre un seul fichier. Bon. Aujourd'hui, on en est toujours à avoir des bases de connaissances séparées. Il faut aujourd'hui passer à l'échelle pour moderniser tout ça. Il faut des bases, en tout cas interopérables, qui, dans le respect du secret de l'enquête, du droit d'en connaître, puisse s'auto-interroger. Et je vais vous expliquer le modèle espagnol dans une seconde. Il faut des bases avec un outil de traitement souverain, français, qui appartiennent à personne d'autre. Nous avons développé notre outil souverain, on maîtrise le code, on l'a développé nous-mêmes avec nos propres ingénieurs, qui sont tous gendarmes. Voilà. Et utiliser la performance des outils d'aujourd'hui pour ce que j'appelle, moi, projeter la donnée. C'est-à-dire, quand vous rentrez, vous interrogez, ça vous projette tout de suite, vous lisez, vous comprenez. Vous avez des chemins relationnels, vous voyez tout de suite les interconnexions, vous voyez, et vous comprenez. On a monté ça notamment dans le dossier EncroChat, qui reste à ce jour certainement l'opération d'Europol la plus importante. EncroChat, c'était cette solution de téléphonie chiffrée utilisée par des dizaines de milliers de narcotrafiquants, parce que c'était essentiellement du stupéfiant à l'échelle mondiale. Bon, quand on a capté la donnée, c'est bien beau de capter la donnée. C'est même très bien, capter la donnée. Mais il faut la stocker, il faut la lire. Quand vous avez la donnée d'EncroChat, c'est illisible, c'est des lignes de code, vous ne comprenez rien. Bon, avec l'outil de traitement dont je vous parle, tout de suite, ça vous projette les choses. Vous avez les fils de chat de conversation, vous avez les photos, vous avez les schémas relationnels, vous avez les lieux géographiques, une carte, vous voyez où ça se passe. C'est ça, avoir un puits de données adossé à un outil de traitement de la donnée de masse. Et ça, en France, il faut que absolument on s'en dote. Pour moi, ça devrait être une priorité aujourd'hui. Les magistrats sont dépourvus, ils ont un système Sirocco qui fonctionne un peu ou prou, pas ce qu'il faudrait. Voilà, nous avons un système Orion, la police a son système. Bon, globalement, au sein du ministère de l'Intérieur, il y a un gros projet avec la DGSI qui s'appelle OTDH. Je pense qu'il faut réfléchir à cela pour voir à mettre en commun des règles d'utilisation permettant à s'interroger mutuellement. Et j'en finis sur le modèle espagnol, par exemple, parce que moi, je suis allé le voir. En fait, c'est un modèle très simple, mais construit en ce sens. Il y a d'autres pays qui sont comme ça. En gros, vous interrogez votre base de données. Je dis n'importe quoi. Ça peut être bien sûr sur une adresse IP si on est en cyber, mais une plaque d'immatriculation si on est dans la criminalité classique. Et ça interroge votre base, mais ça interroge aussi la base de la police nationale si c'est la garde civile qui l'interroge. Donc tout de suite, il y a un système de hit, no hit, avec une obligation de se mettre en rapport, donc de se rapprocher. C'est consubstantiel au système. Et d'échanger. Et s'il y a un différend, les deux forces sont convoquées à Madrid, au sein du ministère de l'Intérieur, pour arbitrer, voilà, très simplement, donc au sein d'un état-major.
Donc en fait, on est vraiment sur une coopération opérationnelle que j'appelle moi horizontale, dans laquelle les magistrats doivent entrer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les magistrats globalement sont aveugles. Or, c'est eux qui dirigent la police judiciaire en France, donc il faut leur donner les outils de compréhension de ce qui se passe. Et donc, on a la chance, nous, avec J3, non pas qu'ils soient dotés d'un tel outil, mais voilà, d'avoir des règles extrêmement claires, presque d'arbitrage entre nous. Ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'animosité, ça se passe très bien. Hein, on l'a dit, Denis l'a dit, sur les rançongiciels, ils sont répartis par famille de souches. Donc si c'est une souche Logbit, ça sera la gendarmerie. Vous voyez, tout est déjà arbitré. Mais ça ne va pas assez loin. Il faut des bases de données puissantes. On est en 2025. Il serait temps qu'on s'en dote en France. Et là, il y a une clé vraiment. Hein, il y a vraiment une clé. Encore une fois, on peut concentrer dans des juridictions spécialisées. On peut concentrer nos moyens dans des structures telles que l'OFAC, l'UN Cyber, ce genre de choses. S'il n'y a pas d'outil de traitement de la donnée, on n'y arrivera pas. Merci. Marc-Philippe Daubresse. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire le général Pétry. Tout à l'heure, on a eu des journalistes, je leur ai posé la même question autrement. Et c'est ce que vous venez de dire. Ce qu'il faut, c'est un fichier rapidement accessible à beaucoup de monde, avec des clés d'accès, et de pouvoir traiter un maximum de données. Bon, on a voté la loi LOPMI ici. On a mis des moyens, d'ailleurs ça surprenait mes collègues qu'on mette des moyens considérables, vu de notre côté, hein, par rapport aux autres secteurs sur la cybercriminalité. Donc je pense que vous avez des moyens importants. Vous avez dit, et c'est très bien que vous vous dotiez en personnel compétent, tant mieux, on monte en puissance, c'est ce qu'on attendait. Mais par contre, on a l'impression que ça patine fort sur la question du traitement des données. Et c'est pas de votre faute si ça patine. En fait, ça patine parce que nous, on est confrontés à des questions juridiques à chaque fois, avec d'un côté les directives européennes qu'il faut transposer, où on nous dit vous pouvez pas faire ça parce que, vous pouvez pas faire ci parce que, vous devez faire attention à la RGPD, vous devez faire attention à la protection des libertés publiques. Et puis on aboutit à un manque d'efficacité dans le traitement des données, qui pourrait pourtant, vous avez cité l'exemple espagnol, l'Espagne est en Europe à ma connaissance, bon, qui pourrait pourtant faire l'objet de choses intéressantes, voire régulées. Moi, je suis allé voir, quand j'ai fait ma mission sur la reconnaissance faciale, je suis allé voir en Belgique, ils ont, et pour les fichiers S par exemple, ils ont une autorité indépendante présidée par un magistrat où toutes les forces de police et de gendarmerie sont là et ils décident ensemble de la codification qu'ils font et du service qui aura accès à la codification derrière. C'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait faire de la même manière chez nous, puisque on est avec des forces de police et de gendarmerie, c'est un fils de commissaire de police qui vous parle, particulièrement performante. Donc, franchement, pourquoi ça patine comme ça ? Est-ce que vous avez l'impression, je ne pense pas que c'est le pouvoir exécutif, je connais bien vos ministres actuels et anciens, le pouvoir exécutif est très volontaire là-dessus, mais je pense qu'on a des gros soucis sur les questions juridiques. Est-ce qu'on pourrait essayer de travailler un peu plus entre nous, c'est-à-dire vous qui êtes des praticiens de la chose et nous qui sommes des parlementaires chargés de faire des lois, pour essayer d'avancer plus vite là-dessus ? Je commence, si tu veux bien. En réalité, les problématiques RGPD, de conformité vis-à-vis de la CNIL, c'est pas du tout freinant. Toutes les bases de données dont je vous parle et les outils sont déclarés, sont conformes à la réglementation française. Donc avoir de tels outils, c'est pas un obstacle juridique. Là, on est sur d'autres approches, d'autres problématiques. On est sur une organisation finalement de la police judiciaire qui fonctionne sur un modèle peut-être un peu daté, si je parle avec mon cœur. Vous avez cité l'exemple belge, il est très intéressant. Les Belges étaient dans la même situation que nous jusqu'en 2015, en gros les attentats. Ils ont fait un rattrapage très impressionnant. Alors, pas simplement dans ce que vous évoquez, dans d'autres domaines, la lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Vous vous rendez compte qu'en France, on a à peine 500 véhicules et 70 capteurs fixes, là où les Britanniques, depuis 1995, ont maillé l'ensemble de leur territoire en lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Dans certains dossiers récents qui ont pu faire la une des médias et qui ont eu des résonances en Belgique, ils ont identifié quasiment instantanément les véhicules qu'on recherchait. Vous voyez. Bon, si je reviens à mes bases de données, c'est
à mon sens, un manque de clairvoyance en la matière et véritablement de volonté. Il n'y a aucun obstacle technique ni juridique à rendre interopérables les choses. Aucun. Il y a parfois le Conseil constitutionnel Ce n'est pas, qui est franco-français. on n'est pas dans Big Brother. On est juste dans... Je parle du principe Oui. de proportionnalité. Oui, mais c'est pas Big Brother. C'est juste des bases c'est la mémoire criminelle de nos dossiers en réalité, qui obéissent à des règles très claires de durée de conservation, ce genre de choses. Mais il faut des puits de données avec de la mémoire criminelle et il faut ensuite des outils de traitement permettant de les exploiter. Et ensuite, il faut pouvoir les interroger. Vous l'avez dit, les Espagnols sont autant en Europe que nous, les Italiens aussi. Il ne s'agit pas non plus de mélanger la donnée judiciaire et de la donnée administrative. On n'en est pas là. Là, oui, il y aura un problème en France, que n'ont pas, par exemple, les Italiens. Mais moi, je vous parle bien de données massives judiciaires, de dossiers anciens ou en cours, de manière à connaître l'état de l'art en la matière. Monsieur le sénateur, pour expliquer quand même sur la... Aujourd'hui, d'un point de vue judiciaire, soit on a des bases sérielles, c'est-à-dire qu'on va déclarer par rapport à une typologie d'infraction, voilà, donc on va avoir ces bases sérielles, soit on va avoir une base de rapprochement judiciaire, mais qui va concerner finalement qu'un dossier. Et autrement, les autres dossiers ne se parlent pas. Aujourd'hui, on est dans une situation où on peut avoir plus d'informations par Europol si on contribue de la donnée française, d'accord, qui pourrait nous faire un rapprochement sur des dossiers français, alors que les services français ne pourront pas faire le lien. Parce que les Europol fonctionne avec le puits de données, on peut contribuer de la donnée, donc on va contribuer de la donnée à Europol. Europol va nous faire un hit-no-hit entre deux services français. Donc oui, ça interroge. Mais donc on a un sujet, je pense il reste encore quelques freins sur le côté base de données, mais il y a un vrai sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, où tout est numérisé et toutes les traces finalement nous permettent aujourd'hui notamment de pouvoir avancer dans nos investigations, c'est un vrai sujet. La Direction nationale de la police judiciaire, vu son rôle qui est le sien aujourd'hui et qui, je l'espère, demain se verra confier notamment le chef de fila sur la criminalité organisée, propose la création d'un fichier beaucoup plus ambitieux, justement pour pouvoir collecter l'ensemble des informations criminelles et faciliter. Parce que même la base sérielle aujourd'hui, nous, on a monté une base sérielle qui s'appelle MISP pour les rançongiciels. Ça a pris 18 mois entre la rédaction et la libération CNIL et les autorisations pour pouvoir le faire. 18 mois. On reste sur des délais qui sont longs, mais qui restent encore acceptables. Alors on trouve que c'est toujours trop long, mais en tout cas, on a réussi à le faire en place. Mais les wallets que j'ai sur les rançongiciels, moi, ils ne vont pas pouvoir interroger des dossiers de blanchiment qui sont menés par le CRGDF. Et à un moment, je ne ferai jamais de croisement. C'est-à-dire qu'on va rester dans un fonctionnement tuyau d'orgue en fonction de l'infraction qui est concernée. Et aujourd'hui, tout ça, ça a explosé. Le cyberespace a permis finalement une porosité entre les différentes activités criminelles qui conduit finalement aux services d'investigation d'avoir besoin de pouvoir croiser leurs échanges dans des thématiques qui ne leur sont pas confiées. Et c'est ça, je pense, le vrai sujet. Et cette histoire de puits de données, je pense qu'on peut le porter. La possibilité de gérer évidemment les droits d'accès, parce que le droit d'en connaître, quelque chose de très important. La logique du hit-no-hit a fait ses preuves sur l'ensemble à l'échelle européenne et notamment à Europol, avec des possibilités de classification de certaines données. Voilà, il y a des choses, il y a des pare-feux à mettre en place, il y a des garde-fous à mettre en place, mais je pense qu'il faut qu'on progresse en tout cas sur la gestion de la donnée. Nathalie, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui. Votre appréciation sur la création par la loi pour sortir du narcotrafic du parquet criminalité organisée, je pense qu'évidemment vous n'y voyez que des avantages, enfin je suppose compte tenu. Mais surtout vous avez au moins à 2 reprises mentionné la souveraineté. Et en termes de souveraineté numérique, là je crois que nous avons une légère difficulté. Parce que tout ce travail est évidemment un travail d'antelière. C'est un travail très précis, c'est un travail très précieux.
Mais si c'est pour confier à un cloud américain ou à Microsoft le traitement de nos données, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Donc comment est-ce que vous garantissez cette souveraineté du numérique dont vous avez mentionné, enfin vous avez mentionné simplement souveraineté, mais comment est-ce qu'il faut assurer cette souveraineté et quelles sont les marges de progrès que nous pouvons faire de ce point de vue-là, qui ne dépendront évidemment pas de nous ni de cette commission d'enquête, mais je pense que c'est important. La souveraineté numérique, c'est quand même un sujet absolument fondamental aujourd'hui. Alors, Madame la rapporteure, pour aller dans votre sens, aujourd'hui, lorsque vous faites un suivi des flux de cryptoactifs, vous utilisez quoi comme outil? Chainalysis, TRM Lab, qui sont les principaux, en tout cas, outils qui nous permettent de faire du traçage sur les cryptoactifs. C'est-à-dire que, sauf si vous faites une acquisition en totale souveraineté, mais ça coûte beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, vous utilisez l'infrastructure de ces sociétés américaines qui, finalement, voient un peu vos requêtes. Donc là, par exemple, on a un vrai sujet de souveraineté. C'est-à-dire, est-ce qu'il est normal qu'une société commerciale sache sur quoi travaillent les services d'investigation? À travers mes propos, vous comprenez quelle est ma position. C'est-à-dire qu'il faut, comme on le fait, comme on a réfléchi sur l'exploitation, la mise en place d'outils de visualisation de la donnée, souverains, éviter d'aller de solliciter des solutions commerciales. Pareil, ce serait bien de développer une solution de suivi des cryptoactifs. Ça, déjà, ça nous permettrait de gagner en souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès lors que je vais requêter sur un wallet, en plus, je vais enregistrer, je vais enrichir les bases de connaissances des solutions commerciales qui vont pouvoir dire, tiens, celui-là, il est intéressant, on va pouvoir... Et ça va alimenter, finalement, on augmente leur business. Sachez aussi que c'est un coût. Parce que la souveraineté, elle se tient aussi par le budget. Vous avez une licence chaîne, aujourd'hui, c'est plus de 23 000 €. Donc, on ne peut pas la disperser et on ne peut pas la mettre à tout le monde. D'où l'importance du maillage territorial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose des solutions de mutualisation des moyens techniques. On réfléchit tous ensemble, que ce soit au niveau des services judiciaires, que ce soit au niveau des services de renseignement, pour savoir comment on peut mutualiser nos capacités techniques pour gagner évidemment en baisse de coûts, d'accord, et en gagnant en efficacité, tout en ayant une logique de souveraineté. Donc ça aussi, c'est des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un maillage territorial, à l'OFAC, on a aujourd'hui 19 antennes détachement. On va en créer 10, je l'espère, demain en CSA, ça c'est prévu, et on doit arriver à 56 infrastructures sur l'ensemble du territoire. On ne le fait pas uniquement en fonction des bassins de criminalité. On le fait aussi en fonction des zones blanches. Parce qu'on considère qu'il y a un temps de délai sur la garde à vue, par exemple, sur des urgences. Comment on va pouvoir obtenir des moyens pour déverrouiller un téléphone, pour travailler, pour extraire la donnée qui est contenue dans un téléphone qui va finalement être l'alpha et l'oméga de la mise en place de la responsabilité pénale du mis en cause qu'on a en garde à vue. Parce qu'aujourd'hui, avec le chiffrement, si vous n'avez pas ces données forensiques, si vous n'avez pas ce travail dosing qui est fait, c'est difficile d'avoir des éléments d'enquête et de pouvoir porter devant un magistrat la responsabilité pénale du mis en cause. Pardonnez-moi, est-ce que vous croyez qu'en caviardant un certain nombre de données, vous pourriez nous transmettre une copie d'une licence pour qu'on voit un peu comment elle est rédigée? Pardon. Vous n'aurez pas de licence, parce que la licence, finalement, est dématérialisée. C'est-à-dire que vous allez avoir un accès. On a juste, en fin de compte, on passe des marchés publics, d'accord, où on fait différents lots en matière cyber. Le dernier marché cyber a été renouvelé l'année dernière, avec différents lots. Et donc, il y a des propositions. Puis après, vous avez d'autres possibilités, notamment avec l'UGAP, pour pouvoir avoir d'autres accès si vous le faites. Mais tout ça, c'est dans le cadre de marchés publics. Mais en France, après, vous avez les cahiers des charges qui sont prévus dans ça. Très intéressant qu'on puisse avoir le cahier des charges pour voir comment il est construit. Je pense que ça pourra probablement servir utilement notre réflexion. Juste pour compléter ce que c'est dit mon collègue là, pour la souveraineté, il y a quand même une lueur d'espoir, enfin même un très bel espoir avec OTDH, avec le nouvel outil qui est en train de développer, enfin que sont en train de développer là, les différents ministères, parce que c'est un projet interministériel, avec une société française qui s'appelle Chavvision, qui est un peu leader en France sur certains marchés, l'OSINT, ils ont Mercure, enfin ils ont tout un tas d'outils qu'utilisent les policiers, c'est une société française. Et donc là, on devrait avoir un outil souverain pour remplacer justement les outils auxquels font appel certains services et qui là ne sont pas du tout souverains. Oui. Peut-être pour compléter.
Pour compléter, effectivement, via ces outils, via ce qui vient de dire très important sur les outils de traçabilité, hein, si on arrive à s'en doter, donc à la fois si on arrive à avoir des outils de traitement de la donnée de masse et si on arrive à acquérir des solutions souveraines en termes de traçabilité, on va moderniser notre organisation qui est déjà en cours de modernisation, puisqu'on crée un état-major de la criminalité organisée, hein, pour mieux fédérer l'ensemble des capacités des forces. Mais voilà, il faut l'adosser également sur ces questions d'outils et de souveraineté. C'est ça l'enjeu. Merci beaucoup. Peut-être, moi, si vous permettez, une toute dernière question que je vous pose. Vous avez parlé tout à l'heure de l'hybridation entre la criminalité cyber et la criminalité traditionnelle, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Est-ce que vous identifiez des lieux ou des interfaces, ou des forums peut-être, sur lesquels ils se mettent en relation? Est-ce qu'il y a là aussi des infrastructures contre lesquelles on pourrait lutter? Alors, je pense qu'on peut tous être satisfait de l'action des services d'enquête, et je me permets encore de le rappeler, en matière de démantèlement des solutions de communication chiffrées. On a fait un bond en avant considérable sur la compréhension du système. On faisait des hypothèses, on a des certitudes aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, si je parle du dossier SKUCC, c'est plus d'1 milliard de messages déchiffrés. 1 milliard. D'accord. Qu'est-ce qu'on comprend sur ces réseaux de blanchiment? D'abord, les gens se connaissent. Vous avez des brokers, vous avez des safaris qui vont servir d'intermédiaires entre des gens qui vont proposer, et on l'a vu, on a des enquêtes en cours sur des gens qui servent d'intermédiaires entre des gens qui ont énormément de cryptoactifs et des gens qui ont énormément de liquidités. Et donc on va trouver ce monde-là. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît assez aisément à travers le démantèlement des solutions. Donc ça, c'est des choses qui nous sont apparues en termes d'enseignement sur le renseignement criminel. C'est quelque chose de considérable. Et puis après, vous voyez que de toute façon, aujourd'hui, vous avez à travers les actions qui ont été menées par les forces de sécurité, on a cité les différentes solutions qui sont tombées au final. C'est-à-dire qu'on a attaqué les infrastructures, comme le disait Hervé Pétry, on n'a pas attaqué les utilisateurs. Les utilisateurs, ça nous a permis d'habiller, parce qu'il faut traduire procéduralement. C'est ça aussi qui est important, hein. Il y a le côté technique en la matière, c'est essentiel, mais n'oublions pas qu'au fin du fin, il faut quand même traduire procéduralement tous les actes techniques, parfois extrêmement complexes, de manière très lisible pour un magistrat qui n'est pas forcément spécialisé au moment du jugement, d'accord, ou au moment de l'appel. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes. Qu'est-ce qu'on observe sur les outils de communication? Ça aussi, ils ont besoin de communiquer. La criminalité organisée est mondialisée, d'accord? Donc ils ont besoin de communiquer. Donc comment ça se passe aujourd'hui? Ils ne font pas la même erreur, ils ne vont pas utiliser tous la même solution. Hier, on a pu intercepter et déchiffrer plus d'1 milliard de messages. Je crains que cela n'arrive plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un éparpillement. Ils utilisent des solutions à droite à gauche, ils utilisent des solutions grand public, mais ils vont les diversifier pour rendre difficile l'action des services d'enquête. Ils vont utiliser du peer-to-peer, directement entre deux téléphones, sans passer par des serveurs centralisés qui ne pourront pas être attaqués ou pris en compte par les services d'enquête. Qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont utiliser l'intelligence artificielle. Ils vont détourner. L'envoi d'images, derrière, va se cacher un message sur lequel on n'arrivera pas à le voir. D'accord? Donc ça aussi, c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées et sur lesquelles ils vont pouvoir échanger des méthodes de fonctionnement. La dernière opération que nous avons faite sur le démantèlement, c'est la solution Matrix, c'est sorti dans la presse, donc je peux en parler assez librement. On n'est pas du tout sur le même format, on n'est pas sur le même volume, on n'a pas le même volume de messages déchiffrés, on n'a pas le même nombre d'utilisateurs à travers le monde. C'était à peu près 164 000 utilisateurs à travers le monde, d'accord. Matrix, on est à peu près à 8 000 utilisateurs. Donc vous voyez qu'il y a un éparpillement des solutions. Mais la particularité, c'est que les groupes criminels ont construit de A à Z cette solution. C'est une solution qui a été créée par les groupes criminels. Ils ont recruté de la compétence pour pouvoir permettre leurs activités criminelles. Et c'est à travers ces solutions-là aussi qu'ils vont pouvoir échanger leurs méthodes, qu'ils vont pouvoir échanger leurs conseils, et pour gagner en efficacité dans la conduite de leurs activités criminelles. Peut-être un petit complément. Effectivement, lorsqu'on fait EncroChat ou SkyECC, on découvre les conversations en clair, on voit qu'ils se parlent et on voit pour la première fois en France ce qui se passe derrière, dans les coulisses en fait, de la criminalité, qui vient confirmer un certain nombre de choses, comme ça a été dit. Et nous avons porté un grand coup avec ces deux opérations, EncroChat et SkyECC, qui, en effet, maintenant, amènent les organisations criminelles
mondiale à utiliser des solutions beaucoup plus réduites, beaucoup plus faites main, je dirais. Et donc, ça veut dire qu'on a porté un coup. On sait qu'il va y avoir un report, comme vient de le dire Nicolas Guidou, sur d'autres choses, le deepfake, etc. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'il y a deux choses qu'il faut faire absolument. Il faut comprendre ce qui se passe. EncroChat nous a permis de comprendre ce que nous savions en réalité. Voilà, donc comprendre les phénomènes criminels, la cybercriminalité. Voilà. Donc ça, c'est pas très très dur en définitive. Ça nous permet de faire un pas de côté et de contextualiser. Mais aujourd'hui, il nous faut détecter en amont et de la manière la plus précoce possible les reports sur d'autres phénomènes. Ça, c'est beaucoup plus difficile. D'où l'importance qu'on partage tous sur le renseignement criminel, quel qu'il soit, hein, cyber ou pas. C'est vraiment la clé qui va nous permettre d'optimiser les choses. Il faut investir là-dedans. J'en reviens toujours à ma marotte. Ça passe par des outils de traitement, ça passe par du contact humain, du contact physique, une vraie stratégie en la matière. Et c'est la voie sur laquelle on est en train tous de s'engager, mais c'est comme ça qu'on va vraiment progresser, que ce soit en cyber ou dans le monde physique réel. Merci beaucoup à tous les trois. On va vous libérer. Merci pour toutes ces informations qui nous seront profitables. Merci beaucoup.